nous sommes dans la deuxième moitié de la journée d'études avec une table ronde, la troisième, qui a pour titre Champ de recherche en émergence, historicité, méthodologie et théorisation à l'épreuve de nouveaux objets. Et ça tombe bien, les trois panélistes sont engagés dans des recherches de pointe très, est-ce que je devrais dire, contemporaines, certes, mais peut-être encore plus que contemporaines dans la mesure où, dans leur choix d'objets de recherche, ils s'intéressent notamment, je pense, à l'intermédialité, à des questions touchant, la réalité mouvante, performantielle notamment, et donc tous les objets qui sont émergés au cours des dernières années et qui vont, je pense, modifier notre perception de ce qu'on appelle de plus en plus les arts vivants, qui inclut des disciplines autres que le théâtre, si vous voulez. Alors, je vais vous présenter les trois panélistes tour à tour. Catherine Cyr, qui est professeure au département d'études littéraires de l'UQAM. Ses recherches actuelles portent sur la dramaturgie contemporaine des femmes, sur les pratiques immersives et sur les approches éco-poétiques dans les champs de la littérature et des arts vivants. En plus de collaborer à diverses revues savantes, elle a été membre de la rédaction de la revue Jeux, où elle a dirigé plusieurs dossiers thématiques entre 2006 et 2014. Elle a aussi dirigé les dossiers Brigitte Hennequin, Mouvance du texte et imaginaire du féminin, paru dans l'Annuaire théâtrale en 2018, et Corps scénique, texte, textualité, dans la revue Percé, qui a remplacé et qui est désormais que numérique, la revue L'Annuaire théâtrale, donc Percé en 2020. Et elle a publié des textes dans divers ouvrages collectifs. Elle co-dirige maintenant avec Jean-Paul Quéinet que la revue Percé. Robert Faguet est professeur de théâtre à l'Université Laval. Il œuvre depuis près de 40 ans dans le domaine de la création artistique multidisciplinaire. Il a coécrit avec Ludovic Fouquet le livre Face à l'image, exercice, exploration et expérience vidéoscénique à l'instant même en 2016. Directeur du laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène, l'ANTIS. Ses projets de recherche-création visent le développement d'outils numériques adaptés à une dramaturgie dite plurielle, de même qu'à son archivage. Depuis 2006, il collabore en tant que performeur aux activités scéniques du bureau de l'APTA. Et enfin, Marie-Christine Lesage est professeure à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Son enseignement et ses recherches en théâtre portent sur les processus de création interartistique et intermédiaux dans les arts de la scène et sur les écritures contemporaines. Elle a publié un ouvrage intitulé Paysages Ubu, mise en scène de Denis Marleau, 1994-2014, aux éditions Somme Toute en 2015. Les travaux qu'elle mène actuellement ont pour objet la recherche interdisciplinaire sur les pratiques et les fabriques de la scène théâtrale contemporaine au Québec depuis 2000, donc tout à fait dans l'historicité que notre ouvrage avait pu envisager. Donc, elle va enrichir la connaissance de cette période. Et donc, c'est subventionné par le CRSH. C'est une recherche en cours. Elle anime le groupe de recherche de Print, scène contemporaine, et elle est responsable de publication numérique, l'extension recherche et création de la revue Percé. Alors, on va y aller dans l'ordre, si vous voulez, de la présentation que je viens de faire des panélistes. On va commencer par Catherine Cyr.
Bien, merci. Bonjour tout le monde. Merci au comité organisateur pour cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Très heureuse aussi de partager cet espace de discussion avec Robert et Marie-Christine. Donc, si vous permettez, je vais partager mon écran. J'ai préparé un petit PowerPoint avec le soutien de mon assistante Jeanne Murray-Tanguay, que je tiens à nommer. Donc, voilà. Alors, je vais aujourd'hui, à l'invitation donc du comité d'organisation qui nous a demandé de déplier quelques éléments autour de nos champs de recherche en émergence et autour des perspectives théoriques qui nous permettent d'aborder de nouveaux objets théâtraux. Donc, je vais livrer une présentation en 2 temps. Je vais d'abord vous parler d'un projet personnel, un projet de recherche qui porte sur la dramaturgie. Puis, à la toute fin, je vais l'inscrire dans un paysage qui est beaucoup plus vaste, qui est celui d'un nouveau groupe de travail interdisciplinaire que je co-dirige à la SCET, la Société québécoise de théâtrale, qui est un groupe donc qui s'intéresse aux différents maillages entre l'écologie et les arts vivants au Québec. C'est donc pas strictement parler une perspective historique que je mettrai de l'avant cet après-midi, mais on va le voir, il y a, je crois, des tressages possibles à faire avec l'histoire. Alors, je vous parle tout d'abord du projet Approche éco-poétique des dramaturgies contemporaines. Il s'agit d'un projet de recherche que j'ai amorcé l'année dernière avec le soutien de la Faculté des arts de l'UQAM. C'est donc un projet pilote, un projet exploratoire pour lequel j'ai réuni une petite équipe formée de 3 étudiantes au cycle supérieur. Je prends le temps de les nommer: Béatrice Archambault, Jeanne Murray-Tanguay et Geneviève Bélis. Et donc, avec cette équipe, il s'agit toujours, de tracer ensemble les contours très, très souples de ce qui constituerait une approche éco-poétique des dramaturgies québécoises contemporaines. Donc, je vous lis une petite partie du descriptif pour vous donner une idée de quoi ça retourne. Donc, ça va comme suit. À l'heure où, dans divers champs de connaissances et d'expériences, des préoccupations écologiques et environnementales mobilisent notre attention, se déplient dans le paysage théâtral québécois des dramaturgies qui déplacent ou qui réinventent les rapports sensibles et politiques entre l'humain et le plus qu'humain, c'est-à-dire les présences animales, végétales, minérales, élémentaires. Pluriel, ces nouvelles dramaturgies proposent des agencements narratifs et sensibles qui font éclore des formes de dramaturgie singulières que nous nous attachons à explorer en ce moment. C'est une exploration qui se fait par le biais d'une saisie théorique composite, au croisement de la poétique du drame, donc d'une perspective esthétique centrée sur la forme, et de l'éco-poétique, qui est une perspective théorique qui se donne pour objet d'étudier la représentation littéraire, dans notre cas dramaturgique, des liens entre nature et culture, humain et plus qu'humain. Alors que l'éco-poétique constitue une approche qui est déjà bien établie du côté des études littéraires, alors que l'éco-poétique théâtrale connaît un essor important aux États-Unis et au Canada anglais depuis au moins une trentaine d'années, depuis les travaux fondateurs de Bonnie Maranka ou encore Uma Choduri ou Theresa May. On peut même observer donc 3 grandes vagues successives de recherche en éco-critique et éco-poétique théâtrale. Alors que depuis peu, en France également, c'est un espace qui se développe. Cet espace demeure encore à défricher en ce qui concerne le théâtre au Québec. En effet, bien que de plus en plus de pièces vont s'attacher à investir un imaginaire environnemental, à privilégier, par exemple, la désanthropologisation du plateau ou encore à questionner les rapports entre l'humain et le plus qu'humain sur la scène, ces pièces ne sont pas réfléchies au prisme de l'éco-poétique. Alors,
Je vous donne quelques exemples de pièces. Dans la pièce Histoire sociale du Beluga, qui a été suivie par La conquête du Beluga de Maryse Gaudreault, élaborée donc à partir de verbatim d'assemblées parlementaires. Donc, l'autrice a fait un collage de verbatim d'assemblées parlementaires, se pose la question des orientations gouvernementales qui ont mené à l'actuel risque d'extinction du mammifère marin. Dans Antigone au printemps de Nathalie Boisvert, la crise environnementale se situe au cœur d'une dystopie dramatique où les oiseaux tombent du ciel et où, peu pris en compte par le pouvoir politique en place, qui est un pouvoir qui va nier sa propre activité destructrice, l'écosystème se réduit, l'écosystème devient de moins en moins habitable. Dans Okinum d'Émilie Monet, on en parlait ce matin, la langue Anishinaabe-Mowen retrouvée permet au personnage de dialoguer en rêve avec son ancêtre le castor et de nouer avec lui, avec la rivière et avec la terre, des réciprocités significatives. Donc, comment aborder ces œuvres? Comment aborder les formes et les enjeux qui les traversent? Quelle épistémologie, quel cadre théorique permettent d'en opérer une saisie? Alors, il s'agit pour nous de se doter un cadre. Un cadre qui ne peut pas être simplement élaboré à partir des approches états-uniennes ou françaises, mais qui, en s'adossant à celles-ci et en opérant des maillages avec des approches contiguës, j'y reviendrai tout à l'heure, donc en s'entrelaçant avec, par exemple, la philosophie environnementale, les écoféminismes, les savoirs autochtones. Donc, il s'agirait de tracer un cadre qui serait à la fois spécifique, mais très souple, très mouvant pour appréhender le théâtre québécois dans sa spécificité, c'est-à-dire avec ses imaginaires, avec ses formes, ses matériaux sensibles. Je précise que l'éco-poétique et ses différents croisements constituent une façon, parmi d'autres, d'investir le champ des interconnexions entre théâtre et écologie, qui est un champ beaucoup plus vaste que la chercheuse anglaise d'origine canadienne Lisa Wionarski définit comme étant celui de l'éco-dramaturgie. Donc, l'éco-dramaturgie, qui est un terme d'ailleurs qui a été forgé d'abord par Theresa May il y a une vingtaine d'années. Donc, l'éco-dramaturgie désignait à la base un théâtre traversé par des enjeux écologiques, mais ça devient chez Wionarski à la fois une forme, une pratique et une façon de les penser au confluent donc, de plusieurs perspectives théoriques. Elle écrit, je la cite, « Ma théorisation de l'éco-dramaturgie prend en compte les formes performatives, les thèmes, les processus, les récits, de même que des composantes éthiques et politiques. » Cette pensée des interconnexions entre le théâtre et l'écologie, qui admet en son sein donc des perspectives éco-politiques, constitue un territoire aux frontières poreuses et mouvantes, mais elle porte en son centre trois marqueurs importants. Donc, elle va prêter attention tout d'abord à une déconstruction des binarités, à commencer par la binarité nature-culture, humain plus qu'humain. Elle va également s'attacher à une remise en question de l'anthropocentrisme des imaginaires, du fait de centrer donc la dramaturgie autour de l'humain et de sa quête. Elle va également s'intéresser à l'agentivité du plus qu'humain, à ce qu'elle va appeler sa bioperformativité, c'est-à-dire sa capacité de susciter des effets et des affects sur la scène. C'est quelque chose qui concerne davantage le plateau que le texte, mais ça oriente quand même les lectures qu'on peut faire des textes contemporains.
Ces aspects, donc, développés par Wieniawski, trouvent d'ailleurs fortement écho dans les travaux actuels de chercheuses françaises qui s'intéressent, elles aussi, au maillage entre écologie et théâtre. Je pense en particulier aux travaux récents de Flore Garcin-Maroux, d'Éliane Beaufils et de Julie Serment. Maintenant, qu'en est-il au Québec? Qu'en est-il de la dramaturgie québécoise et des façons possibles, j'oserais dire nécessaires, d'en opérer une saisie à travers une lentille éco-poétique? Je reviens donc à ce projet d'élaborer un cadre qui nous serait spécifique. Donc, avec les étudiantes, pour tracer ensemble les contours épistémologiques de ce cadre particulier, nous nous sommes attachés dans les derniers mois à élaborer une cartographie où peu à peu le projet et toutes ses ramifications ont pris forme. Cartographie, et là malheureusement mon hyperlien ne fonctionne pas, je peux pas la partager avec vous, mais où on a recensé certes des études sur la dramaturgie québécoise, mais également nombre de sources et de références sur les approches éco-poétiques, éco-critiques et autres approches contiguës, notamment les écoféminismes et la queer ecology. On a également développé dans cette cartographie-là, et c'est toujours en construction, un corpus d'œuvres, un corpus de pièces qui ne cesse d'augmenter. J'ai même demandé à mes assistantes cette année d'établir une veille pour repérer les créations qui peuvent s'inscrire dans ce champ. Donc, on a travaillé à cette cartographie et en même temps, très, très tôt dans le projet, il m'a semblé important de faire se rencontrer la théorie et la fiction. Donc, de mettre à l'épreuve nos lectures théoriques, les notions phares rencontrées dans la littérature théorique avec nos lectures des pièces, hein, pour éviter de rester dans la réflexion un peu éthérée de concepts théoriques, mais vraiment pour plonger dans l'univers des œuvres. Donc, les étudiantes et moi, avec elles, au fil des rencontres hebdomadaires, on a produit certes des bibliographies, certes des comptes rendus critiques des textes théoriques, mais aussi des essais sur les pièces. Donc, on a écrit des textes sensibles, subjectifs, qui viennent éclairer à la fois les œuvres, mais aussi les façons de les appréhender. À travers l'écriture, dans la réflexion qui vient avec le geste d'écrire, il s'agissait pour moi de faire des étudiantes les co-constructrices d'un savoir émergent et partagé. Maintenant, l'écriture a pris aussi une place particulière dans une des ramifications du projet, soit l'accompagnement dramaturgique. Je vous en dis un mot très, très brièvement. Je pourrais y revenir tout à l'heure en discussion. Mais on a mené une série d'ateliers dramaturgiques avec l'autrice Nathalie Boisvert l'année dernière. Un travail dont les traces se déplient dans un carnet qu'on a ensuite publié sur l'extension. Donc, carnet qui rend compte d'une expérience de réflexion sur la création dramaturgique au moment où celle-ci se fait, au moment où celle-ci est en train d'éclore. Donc, là, on voit ici les quelques matériaux partagés par Nathalie Boisvert, donc qui a partagé avec nous ses esquisses écrites, mais aussi ses dessins. Donc, c'est quelqu'un qui écrit, mais qui dessine aussi beaucoup dans son processus de création. Donc, il s'agissait pour nous de travailler dans une sorte de phénomène de vase communicant où on cherche à accompagner l'autrice dans son travail créateur, mais en même temps se nourrir de cette recherche, de cette création pour venir éclairer nos questionnements en éco-poétique. L'expérience se poursuit cette année en partenariat donc avec le CEAD, avec cette fois-ci un groupe d'auteurs et d'autrices. Je pourrais vous en reparler tout à l'heure. Donc voilà, je parle de création depuis tout à l'heure. Je parle de dramaturgie québécoise qui s'inscrit dans l'extrême contemporain. On pourrait y relever un excès de présentisme. On pourrait y relever un excès de contemporanéisme. Or, il me paraît tout à fait possible, notamment en élargissant
lampant du corpus considéré, il me paraît possible d'entrelacer cette perspective éco-poétique à une perspective historique, voire historiographique, et ce faisant de repenser l'histoire ou une histoire de la dramaturgie en la tressant autrement. Je reprends la citation que Yves Jubainville a lue tout à l'heure en première partie de séance, qui écrit que l'histoire est une opération sans cesse renouvelée de découverte et d'interprétation pour faire émerger du passé sédimenté d'autres histoires possibles. Et très concrètement, j'ai 2 étudiantes en ce moment qui abordent non pas des textes issus de l'extrême contemporain, mais des textes un peu plus anciens, des textes produits au siècle dernier, notamment Élégie au génocide des Nasopodes de Michel Garneau, texte écrit en 1979, et Les vaches de nuit de Jovette Marchessault, aussi écrit en 1979. Dans ce dernier cas, donc la pièce de Jovette Marchessault, les perspectives éco-poétiques et écoféministes actuelles sont mises en dialogue avec les travaux sur l'histoire du théâtre des femmes et avec des analyses féministes antérieures, notamment des travaux de Louise Forsyth. Donc, cette lecture apporte un éclairage non pas uniquement supplémentaire, mais qui vient se tresser à des travaux antérieurs. Pour finir, je pourrais évoquer aussi d'autres formes de filiation ou de parenté non verticale, mais bien horizontale. Nos recherches émergentes en éco-poétique recoupent à bien des égards les préoccupations, les approches et les méthodologies de certains collègues avec lesquels il nous est très précieux de dialoguer. Je pense en particulier aux travaux de Jean-Marc Larue à partir de perspectives néo-matérialistes. Jean-Marc et moi, on a déjà relevé beaucoup de points de jonction entre nos champs respectifs. Du côté de la recherche-création, je pense également aux travaux que mène depuis plusieurs années Jean-Paul Kélinec et ses complices, dont je suis parfois, et Marie-Christine aussi. Donc, des travaux sur l'espace et le geste sans bord, sur le paysage et le dépaysage, sur la cohabitation avec le plus qu'humain. Finalement, pour moi, cette parenté horizontale se joue également dans des échanges interdisciplinaires avec des collègues en littérature et en danse. Avec Jonathan Hope et Rachel Bouvet, qui, en études littéraires, développent des projets intersectoriels autour de l'écriture de la forêt boréale ou encore autour de l'imaginaire du végétal. Avec Johanna Bienez et Katia Montaignac du côté de la danse, qui, elles, mobilisent des approches écosomatiques où il s'agit de penser l'écologie depuis le geste, et ce geste inclut le geste d'écriture. Donc, c'est un dialogue vraiment nourri et précieux. Il y a donc une étendue et des possibilités de ramification théorique, méthodologique et créatrice pour l'éco-poétique, qui est beaucoup plus vaste que cet espace que je cherche bien modestement à défricher. La clé est pour moi dans la reliance et dans la possibilité d'inscrire cette réflexion en marche dans un paysage plus grand. D'où la création d'un groupe de travail interdisciplinaire à la SCET, et je vais terminer là-dessus. Donc, Art vivant et écologie au Québec, groupe dont j'ai commencé à discuter l'été dernier avec Nicole Nolette, qui est la présidente de la SCET, où on a souhaité réfléchir à l'élaboration d'une structure collaborative qui permettrait de décloisonner et de dynamiser les 4 axes de recherche de la SCET. Les 4 axes, vous les connaissez, je peux peut-être les nommer rapidement. Théâtre québécois d'hier et d'aujourd'hui, théâtre et formation, recherche-création, théorie critique. Et donc, rapidement, l'idée d'opérer au sein de ce groupe un maillage entre écologie et art vivant a fait saillie dans notre discussion. Donc, avec l'appui de Nicole, j'ai invité l'artiste de théâtre et doctorante à Tikamek, Véronique Bazet-Hébert, à imaginer avec moi cette structure qui permettrait de mutualiser les savoirs et les pratiques des membres des 4 axes, qui auraient le désir d'appréhender les arts vivants à travers le paradigme écologique et ses différents faisceaux.
Donc, pour nous, dès le départ, il était important d'imaginer une structure ouverte et déhiérarchisée. Nous nous sommes inspirés de certains collectifs en art interdisciplinaire et de certains collectifs de recherche universitaire qui réunissent des gens avec des spécialisations variées, mais œuvrant avec une approche collaborative, axée sur des principes démocratiques, communautaires et participatifs. Nous nous sommes adossés sur le concept d'écologie des pratiques proposé par la philosophe Isabelle Stengers, qui est un concept qui, suivant un principe de déhiérarchisation épistémologique, mise sur une perméabilité entre les disciplines, qui sont entendues comme des pratiques humaines collectives. Des pratiques dont la jonction, la rencontre, permet l'émergence de nouvelles formes de savoir. Il y a toute une réflexion d'ailleurs autour de cette question-là qui vient de paraître dans le tout nouveau numéro de la revue S. Donc, comme l'artiste Raphaël Lozano-Emer, qui contribue à ce numéro de la revue S, nous pensons ce collectif comme un connectif, où il s'agit, à partir d'un terreau commun, soit ce maillage entre écologie et art vivant, où il s'agit de susciter des assemblages de réflexion et de recherche-création, sans intention préalable et sans effet d'homogénéisation non plus. Aussi, on n'a pas souhaité prédéterminer de problématiques communes, mais plutôt, avec les objets de chacun, chacune, faire émerger une saisie composite des enjeux qui nous animent. Je termine, c'est ma dernière diapo. En évoquant le fait que, bien sûr, des questions transversales, mais délibérément vastes, telles que formulées par Julie Sermon, nous ont permis d'entrer dans ce terreau commun, nous ont permis d'ouvrir la réflexion. Donc, je vous en fais lecture rapidement. En quoi le paradigme écologique remodèle-t-il ou renouvelle-t-il le propos et la forme des œuvres, mais aussi leur processus de création, leur mode de production et de diffusion, leurs conditions de réception. Et réciproquement, sur quels horizons écologiques et quelles pensées et pratiques de l'art ouvrent les gestes, les expériences et les formes qu'inventent les artistes. Il nous a semblé que soulever ces questions ou s'inspirer de celles-ci dans l'abord des arts vivants québécois se révélerait fécond. On a donc fait circuler un appel à participation durant l'automne et la réponse, je dois le dire, a dépassé largement nos attentes. On s'imaginait interpeller 6 ou 7 personnes, on a reçu une vingtaine de propositions. Donc, en terminant de comment se compose ce groupe, ces propositions émanaient de professeurs, mais aussi d'artistes-chercheurs et d'étudiants et étudiantes des 2e et 3e cycles. Presque tout le champ des arts vivants est représenté au sein du groupe. Donc, on a des gens qui travaillent en dramaturgie, mais aussi en théâtre, en danse, en performance et en art interdisciplinaire. L'approche éco-critique était privilégiée dans l'appel, mais on a également ouvert la porte, bien sûr, à des approches contiguës, d'ailleurs très, très bien représentées dans ce qu'on a reçu. Donc, on a des participants et des participantes qui vont investir des approches éco-poétiques, mais également éco-somatiques, les savoirs autochtones, les écoféminismes, la philosophie environnementale. Et pour finir, donc, les sujets, les axes touchent à ce que Julie Sermon identifie comme les 3 grands nouages de l'écologie et des arts vivants, c'est-à-dire un nouage thématique, donc de quoi traitent les œuvres, un nouage esthétique, donc plus précisément formel, et un nouage qui touche aux conditions de production. Et donc, les gens qui ont partagé hier leur réflexion ont abordé des questions liées, par exemple, à la décarbonisation, au décentrement de nos pratiques, à la désanthropologisation du plateau, au rapport entre corps, femmes et territoire, notamment chez nos participantes autochtones, ont abordé également des questions liées à l'éco-anxiété et aux différentes modalités de cohabitation avec le plus qu'humain.
Donc, on a tenu notre premier atelier discussion hier. On était si nombreux et nombreuses qu'on a travaillé en petites alvéoles. Et c'est un travail, donc, qui a été lancé il y a quelques heures à peine, mais qui va se poursuivre tout au long des 2 prochaines années, au terme desquelles on espère élaborer un dossier thématique pour la revue Percé. Pour le moment, donc, on demeure sur le seuil dans ce que je voudrais appeler la fébrilité des commencements. Donc, merci beaucoup, voilà. Merci. Je vais sortir. Alors, Catherine Cyr a été très éloquente dans un nouveau champ de recherche. Et puis, je pense qu'il y aura peut-être des questions. On a une quinzaine de minutes, là, si vous voulez. Alors, que veut Est-ce qu'on pourrait pas le faire comme ce matin, puis passer tous les 3, puis ensuite on fait une discussion plus commune? Si vous voulez. Ben, je lance la proposition. D'accord, allons-y avec la présentation de Robert. Robert, mets ton micro. Oui, j'ai mon micro. Alors, bonjour tout le monde. Bien, merci beaucoup aussi pour l'invitation. C'est bien agréable de participer, de se mettre en commun, là, justement, l'activité de recherche en théâtre au Québec. Alors, c'est un portrait, bien sûr, sûrement incomplet, mais en même temps, c'est intéressant d'avoir différents types d'approches. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 approches particulières. Une concernant la recherche-création, donc des projets que j'ai de cette nature-là, puis d'autres, des projets plus de recherche. Donc, question recherche-création, c'est l'objectif, c'est un petit peu de faire avancer un petit peu la pratique. Hein, c'est un peu l'objectif de recherche. Et je m'intéresse particulièrement depuis plusieurs années, étant donné que j'ai une pratique avec la troupe Arbo Cyberthéâtre dans des dramaturgies qu'on disait souvent plurielles ou maximalistes. À l'époque, on n'avait pas nécessairement tous les bons termes, mais c'est-à-dire qu'on remettait en cause les modes de communication avec le spectateur et souvent on laissait le choix au spectateur de la liberté de choisir certains pans du message au détriment d'autres. Et donc, l'idée, c'est qu'au fil des ans, on a amélioré un petit peu les manières de faire de cette pratique-là et que j'ai retrouvé, bien sûr, après, chez de nombreux groupes. Et puis, Lehman parle de post-dramatique et d'une certaine manière, il y a une des parties de ça qui concerne aussi cette dimension-là de la dramaturgie plurielle. Bien évidemment, toutes les recherches que j'ai menées aussi sur la vidéo scénique, déjà la vidéo scénique, étant donné qu'on a comme 2 médias vivants et non vivants, qui partagent souvent l'intérêt du spectateur, il y a des choix aussi à faire. Et donc, c'est bien évident que ça a formulé un petit peu une série d'hypothèses. Et donc, j'ai demandé un projet FQRSI il y a quelques années. Et l'objectif, c'était de créer un outil d'écriture de dramaturgie plurielle, donc un logiciel qu'on a amené une version 1 qui était quand même satisfaisante, mais qui n'était pas très utilisable dans ses modalités d'interface, etc. Et donc, éventuellement, on est en train de modéliser peut-être une version numéro 2 qui pourrait être beaucoup plus utile pour penser un peu différentes composantes du spectacle, qui est créer des réseaux de résonance. Hein? Donc, de faire en sorte qu'on ne cherche pas à avoir un message qui est très bien orchestré, on donne une certaine liberté à une partition qui est ouverte, mais il faut quand même être conscient de ce qu'on met d'avant dans l'écriture et c'est là que l'idée d'un logiciel, ça peut nous aider à comprendre les réseaux qui peuvent se tisser éventuellement. Et donc, pour ce faire, la recherche-création, c'est que j'ai pris une œuvre que j'ai considérée la plus complexe possible à monter et pour faire en sorte qu'on puisse à la fois créer notre outil et que l'outil qu'on crée aussi puisse aider l'œuvre à s'améliorer d'une certaine manière. Et donc, j'ai choisi Le Rose Enfer des animaux de Claude Gauvreau, qui est une œuvre qui est écrite pour la télévision, 1958, et avec des didascalies complètement surréalistes qui sont impossibles à monter à la scène.
Et donc, nous autres, ça nous a intéressé justement de travailler ces multiples réalités-là et d'en faire un projet qui continue d'ailleurs et qui va être présenté, là, si jamais tout fonctionne, mais ça a l'air à ça, dans le cadre du festival, pour la première fois là, dans son intégralité, qui va être monté au Festival de littérature à Québec là, au mois d'octobre. Et donc, c'est intéressant de voir comment la recherche-création, la création cherche à développer des outils qui aident la pratique théâtrale. Puis en même temps, cette recherche-là a fait avancer aussi une création. Et après ça, après que le projet a été fini, j'ai laissé la création, la production à un collectif d'anciens étudiants, le collectif Dans ta tête. Et c'est eux autres qui s'occupent maintenant de la partie, même si je demeure conseiller dramaturgique d'une certaine manière pour le projet. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis aperçu qu'en créant l'outil, puis en regardant l'équipe travailler, de mettre en place la base de la création autour aux enfers des animaux, je me suis aperçu à un moment donné, en dernière phase, que la méthode linéaire de création qu'on a souvent au théâtre, on fonctionne avec un texte, on prend la première scène, on travaille la première scène, on travaille la deuxième scène, etc. Cette méthode linéaire-là ne fonctionnait pas du tout dans une perspective de dramaturgie plurielle. Et c'est là que dans la dernière phase, étant donné que je dirais la personne qui faisait un doctorat sur mesure en génie logiciel et théâtre n'était plus disponible, et on a arrêté un petit peu notre version 1 du logiciel. Mais j'ai dit à l'équipe, OK, dernière phase, on va essayer un nouveau processus de création et on va fonctionner de façon non linéaire et je vais vous donner des étapes pour comment travailler. Puis on a essayé de documenter ça un petit peu. Et c'est suite à ça qu'on s'est aperçu que justement, d'une certaine manière, lorsqu'on travaille cette dynamique-là des dramaturgies plurielles où il faut penser notre processus de création et bien sûr, ils sont multiples. Marie-Christine va sûrement avoir l'occasion d'en parler sur sa fabrique. Et donc, j'ai eu un nouveau projet cette année, donc FURSC, un projet qui s'appelle Dérive créative, et dans lesquels, là, cette fois-là, on regarde la dimension des processus, je dirais, de création adaptés et aussi avec 6 laboratoires dans lesquels j'invite à la fois des artistes avec qui je collabore quelquefois, mais quelquefois, d'autres fois, des artistes que je sais que le travail s'intéresse aussi à cette dimension-là d'une création plurielle et des étudiants. Alors, c'est vraiment un maillage entre les deux dans lesquels on crée des laboratoires pour explorer différents types de processus, la manière de faire la création avec des durées différentes. Quelquefois, ça va être des projets d'une journée seulement. Alors, comment on peut penser un projet d'une journée? Arriver à une présentation publique, même si c'est pas le résultat, c'est pas tant la performance du projet artistique, mais bien le chemin par lequel on est arrivé à cette présentation-là. Alors, il y en a d'autres, c'est des laboratoires de 6 mois, par exemple, 1 fois par semaine dans lesquels on se réunit. Et puis, des rêves créatives, ça vient aussi, bien sûr, d'intérêt personnel, parce que j'ai un processus d'autoréflexivité sur la question du performeur, étant donné que j'ai repris du travail artistique il y a quelques années avec le bureau de l'APA. Et puis, on a souvent pensé sur comment on travaillait la dimension des partitions, comment on travaillait notre présence. C'était qu'est-ce qui faisait en sorte que qu'est-ce qui caractérisait le type de relation au jeu qu'on avait. Et lorsqu'on a fait souvent des tournées, il y avait plusieurs questions sur cette matière-là qui ne comprenaient pas quel rôle on jouait sur la scène. C'était quoi nos moteurs un peu, à la fois de création, mais aussi de performance. Et donc, des rêves créatifs, ça va me permettre aussi de revenir un peu dans une dimension de réflexion sur le côté de la performance du performeur. C'est vraiment de cette dimension-là. Et donc, c'est justement, et donc le gros défi également dans le côté du projet de dérive créative, ça va être de rendre compte de cette recherche-là. Et donc, le compte-rendu, ça peut déjà, avec Arbo Cyber Théâtre, on avait créé un site web qu'on a appelé la ludosynthèse, qui avait été réalisé par Lucie Fradet. Et puis, le site web documentait vraiment tout le travail de terre de recherche avec Arbo Cyber Théâtre. Et malheureusement, le site n'est plus disponible étant donné qu'il avait été conçu en Flash et que cette technologie-là n'existe pas. On essaie présentement de peut-être refaire le site pour qu'il puisse être de nouveau disponible.
Mais par contre, la ludosynthèse, ce qui est intéressant, c'est qu'on faisait une mise en scène des archives et on essayait d'avoir des textes réflexifs aussi sur chacune des expériences théâtrales qu'on avait menées. Et c'est quand même une bonne somme de travail. Et dans le projet Dérive créative, bien, le défi, c'est de créer des interfaces de communication, de dissémination, peu importe, des connaissances, mais qui prennent en compte peut-être d'autres manières de faire que les sites web traditionnels. Alors, par exemple, dans le premier labo qu'on a eu de dérive créative, on a utilisé une caméra 360 à la fois pour documenter le résultat final, mais à la fois aussi pour documenter le processus de création qui se passe sur le plateau en temps réel. Et donc, déjà avec cet outil-là d'une caméra 360 degrés, on est capable, on n'a plus besoin de penser cadrage, on n'a plus besoin de penser qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, qu'on va toujours manquer quelque chose parce que ça va être hors champ. Et donc, c'est tout simplement en revisionnant l'objet qu'on est capable, nous autres, de faire notre cadrage, d'aller chercher l'information qu'on trouve. Alors ça, c'est un exemple, par exemple, d'une manière de faire. Et ensuite, de dire bien, comment on va prendre ce vidéo-là, puis on va l'incorporer dans une manière assez dynamique, je dirais, de rendre compte de l'ensemble des processus de création. Alors ça, c'est mon premier volet un peu, je dirais, comme chercheur-créateur. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est un peu d'avoir des réflexions sur l'amélioration de la pratique ou aussi d'avoir des réflexions à partir de laboratoires, justement, qu'on mène pour mettre en scène des objets de recherche, c'est comme la dimension des processus de création en dramaturgie plurielle. Et donc, c'est mon volet un peu ancien artiste, chercheur, mais plutôt créateur, qui c'est assez pratique quand même comme type de travail, mais il y a beaucoup de réflexion, bien sûr, sur tout ce que ça porte comme domaine, par exemple, de s'attaquer à ce type de dramaturgie-là et surtout de rendre compte des différents types de processus. Alors là, je vais changer ma casquette d'abord et je retourne aux chercheurs. Donc, j'ai collaboré un peu au projet de Gilbert et de toute l'équipe sur les régimes socio-historiques. Avec une étudiante, Claudia Blouin, on a fait beaucoup de recherches pour aller collecter des données sur la pratique du théâtre à Québec. Et puis, alors, bien sûr que ça a servi à l'écriture. Yannick Legault qui a beaucoup collaboré à cette écriture-là sur le théâtre à Québec, avec des petits encores un peu partout. Donc, ça fait en sorte que j'ai fait le constat de dire, wow, on a quand même toute une série de données que pour le projet de la publication, on ne pouvait pas creuser vraiment cette analyse-là de données, mais on a commencé une première analyse. Puis à un moment donné, on a trouvé assez fascinant de voir qu'il y avait des tendances qui se dégageaient, à la fois de façon esthétique, mais à la fois aussi, surtout des tendances, même des subventions, etc., comment ça allait, comment que les lieux, à un moment donné, aussi à Québec, pouvaient faire en sorte de créer une dynamique intéressante. Et donc, cette espèce on s'est dit, ouais, ça serait intéressant quand même de continuer la réflexion. Et là, j'ai rencontré une collègue qui est en sociologie des arts à l'Université Laval, Pascale Bédard, qui, elle, travaillait sur la dynamique des centres d'artistes à Québec dans les années 80-90. Et elle m'a interviewé parce que je faisais partie d'un centre d'artistes qui s'appelait Obscur, donc j'étais le coordonnateur. Et donc, pendant un certain nombre d'années, et j'ai à ce moment-là collaboré avec elle pour vraiment dire, OK, ben voici comment se passaient les centres d'artistes, comment la dynamique, je dirais, d'animation du milieu des arts visuels à Québec se faisait à travers l'ensemble des centres d'artistes, ce qui est un milieu quand même très actif. Et aussi la question de la géographie urbaine, c'est-à-dire les lieux où ces centres-là ont évolué et se sont déplacés à travers le temps. Et donc, on a une première subvention ensemble pour mettre en place l'espèce de premier cadre. Et malheureusement, pour l'instant, le projet est sur la glace parce que j'ai une étudiante qui est rentrée au doctorat, qui est une travailleure culturelle depuis 20 ans dans le milieu à Québec. Elle connaît tout l'ensemble du milieu et elle voulait faire un doctorat. Et une partie de son doctorat a été vraiment de documenter un peu cette pratique-là du théâtre à Québec.
Et puis là, on s'est dit, je vais profiter de l'occasion vraiment pour partir un peu ce côté-là. Pour l'instant, il est sur la glace. Néanmoins, je vais quand même rapidement vous donner un peu ce qu'on veut faire avec ce projet-là. Et donc, l'idée, c'est de dresser un portrait global de la pratique des arts vivants à Québec. Un portrait qui est de différentes natures. Et les arts vivants, c'est pas juste le théâtre, parce que justement, on présuppose un peu que le théâtre à Québec, il y a beaucoup d'interdisciplinarité qui se passe, étant donné qu'on est des petits milieux, c'est-à-dire le milieu du théâtre, le milieu de la danse, le milieu du cirque. Ce sont tous des petits milieux, mais très collaboratifs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de collaboration entre les artistes de musique, par exemple. Il y a beaucoup de pièces de théâtre avec des musiciens live sur la scène. Et ça, je pense que c'est un peu un trait qu'on a dégagé un peu de cette dimension-là, des analyses de données qu'on avait. Puis là, on s'est dit, on va regarder comment ça fonctionne. Et donc, on prend là une portion un peu historique, mais beaucoup plus pour nous donner des repères sur comment certains déterminants de la pratique, comment elle se fait, la pratique du théâtre à Québec, à ce moment-là, comment l'histoire un peu a contribué au développement de ces pratiques-là. Alors, il y a une dimension esthétique, oui, dans la mesure où on peut observer justement des dimensions différentes, dépendant justement des diffuseurs, dépendant des directions artistiques, autant au point de vue des diffuseurs comme le Trident ou des groupes artistiques également, des troupes. On peut voir comment il y a certaines portions. Est-ce qu'on est capable de faire des constats sur des directions esthétiques qui sont un peu propres à Québec? Regardez aussi les courants qui sont complètement absents, par exemple, qu'on retrouve peut-être ailleurs, mais qu'à Québec, ou du moins, ont été cantonnés dans certaines portions historiques, mais qui à un moment donné ont complètement disparu, par exemple. Alors, c'est un petit peu cette dimension-là. De voir que ces courants-là, souvent, ils viennent de cette dimension-là du lien avec la formation qui a lieu à Québec, c'est-à-dire les conservatoires, l'Université Laval, mais aussi les écoles de danse et de cirque qui ont quand même, depuis environ une quinzaine d'années, ont créé des nouvelles manières des nouvelles troupes, puis aussi des nouvelles manières d'aborder la scène d'une certaine façon. Les groupes de cirque, par exemple, sont très demandés, puis voyagent un petit peu, et ils ont quand même une écriture qui semble différente même du nouveau cirque d'une certaine manière. C'est très performatif souvent. Ils n'ont pas peur de se confronter à du nouveau, même chaque soir, ce qui est un peu rare. Alors ça, je pense que c'est intéressant. Donc, l'ensemble de ces initiatives-là interdisciplinaires au point de vue esthétique, on pourrait regarder comment ils se font. Il y a tout un volet aussi sur les conditions de la pratique, c'est-à-dire que l'ensemble des processus de création, des cycles de répétition, de production, comment ça se fait. On sait très bien, Lepage c'est bien documenté comment il crée son cycle de production, c'est-à-dire qu'il y a une méthode vraiment bien à lui. Mais on aimerait ça regarder d'autres méthodes. Je pense à une gang aussi avec qui je collabore, le théâtre d'ingénierie travaille aussi de façon un peu différente. Puis de façon plus traditionnelle aussi, est-ce que les troupes de théâtre, par exemple, qui fonctionnent avec des dramaturgies connues, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une particularité un peu qu'on est capable de dégager? On regarde aussi la durée de la carrière parce que souvent les artistes, après un certain temps, migrent vers Montréal parce que de façon économique, c'est une des données qu'on veut regarder aussi, c'est-à-dire quelquefois, on ne peut pas vivre seulement de son art nécessairement à Québec comme interprète ou comme comédien. Il faut aller faire de la télévision, il faut aller faire du cinéma. Et donc, il y a des cycles à un moment donné qui se créent, qui se défont. Et ça, on est capable de le voir à travers les données qu'on a, mais on voudrait documenter encore plus d'une certaine manière. On va regarder aussi les conditions de la pratique au point de vue des ressources à la disposition des troupes, des artistes, des ressources physiques, des salles de répétition, des salles de diffusion, comment ça a évolué aussi à travers le temps, des laboratoires comme le mien, qui est des phases de recherche, des ressources humaines, des équipes. Comment ça se constitue. Donc, on veut faire une sorte de portrait de dire comment ça fonctionne, dépendant des types de troupes qu'on a. Et également, on veut regarder, il y a eu par le passé différentes tentatives de partage de ressources entre des groupes. Alors, on voudrait regarder un petit peu pourquoi ça a fonctionné, surtout pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il y a eu 2-3 tentatives qui, à chaque fois, c'est toujours une volonté du milieu. Là, il y a un nouveau, la ressourcerie, il y a un nouveau centre pour des ressources en scénographie, par exemple, qui vient de naître. Donc, on veut regarder un petit peu comment ça se positionne. Et ça a été demandé par le milieu pendant 15 ans, par exemple. Alors, c'est toute une dimension.
Puis au chapitre aussi de la diffusion, donc le public des arts, toute la dimension de la communication, la dimension du développement de public, comment ça se fait dans les différents secteurs. On va regarder la question de la formation aussi, l'évolution des programmes un peu à travers le temps, les cycles de cohorte, souvent qui se créent des troupes souvent qui durent 1 an ou 2, mais quelquefois, il y en a qui durent plus longtemps et c'est autant vrai au conservatoire qu'à l'école de danse et des nouvelles chorégraphes qui se font, mais il y a des troupes qui se créent maintenant à l'école de danse et à l'Université Laval aussi, je dirais tous les 3 ans environ, il y a comme des groupes qui se mettent ensemble et qui se font leur propre troupe. La question de la formation continue aussi, c'est un enjeu qui est très important. Formation spécialisée parce que justement, comparativement à Montréal, où il y a des programmes directement pour le mime, la marionnette, etc., ici à Québec, il y en a très peu. Et donc, on va regarder justement, est-ce que c'est à travers la formation continue que ça se fait? Comment on pourrait arriver? Comment on en arrive à un moment donné? Est-ce que des troupes travaillent la marionnette? Mais à quel endroit ils ont eu leur formation, par exemple? Alors, c'est justement cette question-là d'une recherche à la fois sociographique, sociologique, de regarder des entrevues, des questionnaires, l'analyse de données, et aussi une recherche collaborative, parce que, comme disait tantôt Catherine, je pense que l'intérêt aussi, c'est de le faire avec le milieu, c'est-à-dire d'aller voir au Conseil de la culture l'ensemble des tables, la table de danse, la table de théâtre, et de regarder, dire, est-ce que vous aimeriez participer à cette recherche-là? Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez documenter, mettre de l'avant? Parce qu'il est bien évident que les retombées de cette recherche-là, bien, ça peut faire en sorte de servir au développement du milieu, ça peut servir d'outil à la fois même politique ou économique pour dire, bien, voici la situation. Puis ça peut bien sûr faire en sorte éventuellement de comparer ce qui est le milieu de Québec éventuellement avec d'autres milieux. Je sais qu'il y a des recherches de ce type-là qui se font à travers, surtout en Europe, à travers, par exemple, des villes, comment ça se passe dans certains secteurs. Là. J'ai l'exemple de Grenoble, par exemple, au niveau de la diffusion du théâtre, etc. Ils ont fait des bonnes études là-dessus. Donc, ça peut être intéressant de vraiment s'attarder juste à un milieu qu'on est capable de bien circonscrire, qui n'est pas trop gros. On est capable de voir l'interrelation qu'on a. Puis ça. Alors, c'est ça. Donc, ça fait partie d'un projet à venir. Peut-être ça va être une fin de carrière universitaire lorsque je vais avoir terminé tous mes étudiants au doctorat, etc. Lorsque le projet de recherche-création va être terminé, peut-être que ça va être mon dernier chantier que je poursuivrai peut-être après. Mais bien sûr que si j'ai des étudiants qui veulent vraiment embarquer là-dedans pour le théâtre à Québec, bien, ça va encore plus favoriser cette mise en place-là de ce projet de recherche-là, mais qui est gros, puis pour l'instant, je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est un souhait. Merci. Je voulais vous en parler tout de même. Excellent. Écoute, j'ai toujours été intrigué par c'est un mot un peu usé là, par les temps qui courent, le mot de résilience du milieu artistique, théâtral, bien sûr, mais à Québec. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits. Il me semble qu'il y a une institution du théâtre à Québec avec des écoles, des théâtres, des lieux, des troupes, une diversité de types de spectacles proposés. Avec le diamant, c'est venu quand même coiffer presque un développement considérable de l'activité scénique. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense. Et bon, en tout cas, vous avez aussi la particularité, contrairement à Montréal, où on a peut-être, pour le meilleur et pour le pire, accès à la radio, à la télévision, au cinéma plus facilement que les artistes de Québec. Mais en même temps, on dépend souvent, à mon avis, trop de ces sources externes et je ne suis pas sûr que le théâtre est toujours gagnant de cette tutelle qu'exerce finalement la télévision sur la vie théâtrale et le végétariat qui s'ensuit. Enfin, bon, ça c'est une opinion, mais je la partage. Alors, merci encore Robert pour ces informations très utiles et en tout cas, je souhaite que ça se réalise, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, nous allons passer à Marie-Christine Lesage pour la dernière intervention de cette table. Marie-Christine? Oui, merci Gilbert, merci. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité à partager mes recherches avec vous pour cette journée d'études sur l'histoire du théâtre québécois contemporain, sachant que ma recherche ne se situe pas dans une perspective socio-esthétique. Bon, je l'avais dit à Gilbert, non, non, tu viens. Je dis, OK. On connaît l'art de persuasion de ce cher Gilbert. Donc, merci de l'invitation. Je suis ravie. Je vais vous présenter brièvement ma recherche en cours, puis ensuite, pour me concentrer sur un volet très, très spécifique, je pense qu'il va peut-être être complémentaire à ce que vous a présenté Robert Fagui. Donc, le projet de recherche CRSH que je mène, tu l'as nommé, Gilbert, tout à l'heure, il a comme intitulé « Recherche interdisciplinaire sur les pratiques et les fabriques de la scène contemporaine au Québec au 21e siècle ». Je vous résume ses objectifs. Donc, c'est enrichir les connaissances sur les processus de création en art vivant et plus spécifiquement sur les pratiques non textocentrées qui relèvent ou pas de ce que je nomme des pratiques interartistiques, contribuer à leur compréhension en développant une approche ancrée dans les processus de création et les récits de pratique, interpréter ceux-ci dans une perspective interdisciplinaire au croisement d'autres arts, médias et disciplines humaines. Et ces visées sont de faire émerger la complexité des savoirs interdisciplinaires et des savoir-faire mis en jeu par les créatrices et les créateurs, auquel s'ajoute un volet documentation et diffusion des connaissances ancrées dans les pratiques qui favorise des approches multimodales, c'est-à-dire ça peut être des textes publiés tout autant que la publication de vidéos d'entretien et la fabrique de documentaires sonores. Donc, cette recherche devrait permettre, en fait, ce qui m'intéresse, d'interpréter l'éthos artistique inscrit au sein même des modes du faire afin de dégager des modèles d'action et de pensée caractéristiques de ce champ de pratique. Et enfin, ultimement, d'élaborer une interprétation des enjeux micropolitiques en relation avec les espaces institutionnels et économiques des arts vivants au Québec, mais ça, ce sera le tout dernier volet de ma recherche. Donc, le projet est conçu en escalier ou en palier, je dois dire d'entrée de jeu, qu'il n'a pas été élaboré dans une perspective historique, bien que, me direz-vous, il y participe de facto. Il faut préciser à cet égard que l'approche adoptée en est une d'échantillonnage, donc je n'ai pas l'intention de présenter un panorama général sur ce champ de pratique, et ça notamment parce que la démarche de recherche, elle est très longue, étant donné qu'elle est basée sur la compilation de récits de pratique des artistes et collectifs rencontrés, lesquels peuvent être accompagnés de travail dans les archives des compagnies, des observations ponctuelles de processus, ce qui génère, vous le comprenez bien, une vaste documentation qui prend du temps ensuite à traiter. J'ai donc choisi d'approfondir le regard sur quelques cas en fonction également de la disponibilité des artistes, parce qu'il y a un temps demandé aux artistes et aux collectifs, tant que je rémunère, car il me paraît important de reconnaître le travail et la disponibilité que le projet leur demande. J'ajoute une remarque importante avant d'aller plus loin. Le projet ne se situe pas, malgré les apparences, dans le sillon des recherches visant à générer des archives du spectacle vivant. Je réfère ici, par exemple, aux recherches menées en France par Sophie Lucet et Sophie Proust. J'ai rapidement compris de mon côté qu'il était improductif, voire inutile d'assister à toutes les répétitions, de tout documenter. Pour des questions éthiques d'abord, ce peut être très intrusif, à moins d'y assister du début à la fin et d'apporter sa collaboration. Et d'autre part, parce que cela n'apporte pas de données supplémentaires signifiantes. L'inflation archivistique peut avoir une visée pour l'histoire du théâtre, mais dans le contexte du projet que je mène, la documentation n'a pas besoin d'être exhaustive, étant donné que les récits de pratique la complètent amplement. À cet égard, je me suis rapidement aperçue que les récits de pratique étaient les lieux les plus importants et fertiles de ma recherche, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui plutôt que du volet documentation.
Donc, le premier palier ou ancrage de ce projet se situe dans ces récits pratiques. Il s'agit pour moi et avec mon équipe de collaboratrices, de me mettre à l'écoute des parcours artistiques, de stimuler des récits de praticiennes et de praticiens avec lesquels j'entre en dialogue et éventuellement de générer de la documentation matérielle sur leurs pratiques avec l'accord des créatrices et créateurs. Donc, on le comprend, ce sont moins les esthétiques, leur forme, leur interprétation qui retiennent mon attention que les gestes artistiques, les modes de fabrique et surtout les façons de penser des artistes rencontrés. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, et là qui correspond au second palier de la recherche, c'est de faire émerger avec tout ce travail une réflexion sur l'éthos artistique ainsi qu'une interprétation micropolitique, ça arrive à la fin. L'éthos se définit par les caractéristiques dominantes d'une personne ou d'un groupe qui se reflètent dans ses comportements, ses pratiques, sa culture et dans les manières de se rapporter à soi et aux autres. En bref, il s'agit des valeurs qui fondent leurs actions. Je présuppose, c'est une hypothèse, qu'il existe une famille de pensées quant à certaines valeurs qui apparaîtraient de manière plus importante dans ce champ de pratique qui m'intéresse. Les écarts et les dissensus sont tout aussi essentiels pour nuancer le portrait, qui est loin d'être homogène, car composé de singularités multiples. Donc, concrètement, la manière dont je procède, je vais à la rencontre des artistes qui acceptent bien de me rencontrer, de m'accueillir. Je vais à leur rencontre dans leur atelier ou sur leur lieu de travail lorsque cela est possible. Inutile de dire que la pandémie a ralenti mes activités, que je vais être très heureuse de reprendre à cet égard. Donc, je vais les rencontrer afin d'avoir, bien sûr, accès à la matérialité de leur travail de création et pour faire de longs entretiens avec eux et elles à partir de questions au départ très générales, les origines de leur parcours, leur manière de procéder dans la mise en marche de leurs gestes artistiques, leurs matériaux de prédilection, etc. Questions que j'affine en fonction du dialogue qui se déploie petit à petit. Un second, éventuellement un troisième entretien permet de cibler une ou deux créations plus spécifiques choisies en collaboration avec eux et d'approfondir leur processus de création sur ces créations. Je m'inspire en partie pour cette étape des entretiens d'explicitation de l'action de Vermèche, tels que mis en pratique par ma collègue Caroline Raymond. Je m'emploie surtout donc à relancer les artistes sur des propos qui me paraissent toucher ce que je nomme leur agir artistique, soit les modalités de leur action dans la création, leurs modes opératoires et performatifs relevant de la praxis. Cette collecte de récits de pratique vise à les amener à expliciter petit à petit les déclencheurs de leurs gestes de création, leur manière de procéder et de travailler avec les matérialités mobilisées et entre eux et elles. Ce que j'appelle l'agir artistique ne concerne aucunement le ressenti, les affects ou des approches plus phénoménologiques. C'est-à-dire, c'est une approche très pragmatique et qui est fondée sur la recherche des déclencheurs, des opérations et des actions. Alors, inutile de dire que ces entretiens se déroulent sur un temps très, très long et ils demandent un climat de confiance mutuelle qui se construit petit à petit. On n'entre pas ainsi dans le studio d'un artiste, on ne va pas extraire des matérialités et des connaissances. Donc, il y a vraiment un contrat de confiance et une relation qui se construit dans le temps qui est très importante. S'il me fallait penser en termes d'histoire du théâtre, à mon sens, les récits pratiques sont aussi importants et nécessaires que l'étude des esthétiques pour comprendre avec les artistes ce qui se fabrique dans le champ de la culture des arts vivants. Les récits permettent d'accéder de façon très concrète aux façons concrètes qu'ont les artistes, non seulement de fabriquer leur création, mais de penser dans et par la création, bref, à approfondir leur pensée en acte. Et à cet égard, ma démarche se rapproche en partie de l'histoire orale qui prend appui sur des récits de vie de personnes appartenant à des communautés spécifiques.
L'éthique, qui est au cœur de la pratique et de la théorie de l'histoire orale, invite à repenser les pratiques académiques dominantes et à favoriser une approche qui vise à apprendre avec au lieu d'apprendre sur. Ce type de processus est fondé sur le dialogue et sur ce que Michael Frisch a nommé une autorité partagée. Il explique que l'histoire orale pose la question de l'authorship, soit qui est l'auteur d'une histoire orale basée sur de longs entretiens enregistrés puis traités. La personne qui mène l'entrevue et qui publie éventuellement ceux-ci, ou le sujet interviewé dont les propos forment le cœur des textes publiés. Dans la relation intervieweur-sujet interviewé, qui est responsable des récits et où se situe l'autorité interprétative? Il faut, selon lui, comprendre comment l'autorialité de ces entretiens est partagée et ce que signifie de les prendre en compte comme source d'histoire. Les récits de pratique, dans le cas qui m'intéresse, sont générés par la relation qui se construit avec les personnes interviewées en coopération, mais parfois aussi en tension, entre ce qui est donné, mis en partage et ce qui est retenu, ce dont les artistes préfèrent ne pas parler, ne pas partager publiquement, etc. Donc, il y a un contrat de respect des données mises en partage et de collaboration pour la publication qui se fait selon un mode dialogique. Ces récits, donc, sont dans un premier temps des données brutes transcrites qui donnent ou donneront lieu à des textes ou à des publications, donc textuelles ou numériques, comme je le disais, sous forme de vidéos ou de documentaires sonores, qui cherchent à refléter soit les dialogues qui ont eu lieu, soit la pensée des praticiennes et des praticiens en leur laissant la parole. L'approche inspirée de l'histoire orale m'a amené sur une autre piste quant à l'interprétation de l'ensemble des données recueillies par ces entretiens et qui correspond comme au second palier de la recherche, soit comment est-ce que je procède dans un second temps pour relier ces récits entre eux, à partir de quelle balise je compose une réflexion un peu plus macro, pour en arriver à aborder la question de l'éthos artistique, soit les valeurs communes qui fondent les actions dans la création, dans le champ des arts vivants interartistiques. Ma démarche méthodologique était très, très compliquée au départ. Elle s'est grandement simplifiée au fur et à mesure et je dirais que je la résume aujourd'hui à se laisser instruire par les récits recueillis. Alors, la philosophe Vinciane Després a développé une méthode inspirante pour une de ses enquêtes basée sur l'écoute des récits d'autrui. Elle résume sa méthode à la formule suivante, se laisser instruire par les personnes rencontrées. Son approche documentaire suggère de se laisser guider par ce qu'enseignent les récits écoutés, en les recevant comme des instructions concrètes pour la recherche ou l'enquête menée. Pour Després, on se laisse instruire en acceptant d'être un point de passage entre des ordres de réalité différents, en se mettant à l'écoute des forces qui traversent les dialogues et qui dirigent notre attention vers certains espaces de réflexion ou de sensibilité sur lesquels on n'aurait pas réfléchi autrement. Se laisser dérouter par les récits, suivre les bifurcations qui nous invitent à emprunter, voilà la méthode que j'ai finalement adoptée, qui consiste à accompagner les récits de pratique dans toute leur sinuosité, en me laissant indiquer la voie à suivre, les embranchements suggérés, afin de permettre éventuellement à une matrice narrative d'apparaître. À mon sens, cette façon de composer une recherche participe aussi d'une autorité partagée, dans la mesure où les voies interprétatives sont amenées par les récits des praticiennes et des praticiens. Au lieu d'écarter ce qui n'avait pas été prévu parce qu'on nomme dans nos subventions le programme de recherche, je me laisse déprogrammer, à moi ensuite de tirer les fils et surtout de les nouer au sein de ce que Després nomme une matrice narrative. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Une matrice narrative n'a ni début ni fin. Elle ne s'organise pas sur une ligne de temps, mais autour de nouages et de nuages thématiques qui auront émergé des récits de pratique. Un nouage se crée lorsque des émergences, des lignes de force apparaissent dans plus d'un récit, concernant par exemple les relations à certaines matérialités, les attitudes créatrices, les valeurs qui guident les actions, etc. La matrice narrative est un espace qui est en mouvement et dont les embranchements sont initiés par les récits eux-mêmes. Il s'agit d'observer comment les récits se relient les uns aux autres et comment chacun des récits vient modifier rétroactivement la
portée de ceux qui les précèdent, leur donne des forces, leur offre de nouvelles significations. À partir de cette approche, je compose petit à petit une matrice qui nourrit ma compréhension des enjeux ayant trait à l'éthos artistique. Il me faut préciser que j'ai encore beaucoup d'entretiens à mener, j'en suis à la moitié de mon projet et donc ce dont je vais vous parler maintenant, ce que je vais vous présenter, ce sont vraiment des données inachevées et très, très partielles. La matrice narrative, je l'ai pour l'instant cartographiée. Je vais vous présenter en terminant une cartographie qui va me servir, en fait, que j'utilise pour constituer cette matrice, qui est le lieu de l'interprétation macro de tous ces récits. À ce jour, je peux dire qu'il y a des nouages qui ont émergé à partir de questions que j'ai posées sur les modes de création, donc qui faisaient partie de mon programme de recherche, et qui ont fait émerger des lignes de force communes à certains artistes ou collectifs. D'autres nuages thématiques, par contre, ont été amenés par les créatrices et créateurs rencontrés qui ont soulevé tel ou tel aspect dans leur récit de création, ce qui m'a incité à diriger mon attention vers ces questions auxquelles je ne me serais pas nécessairement intéressée en priorité, ou en tout cas pas sous cet angle-là. Donc, pour qu'un nouage apparaisse, il faut qu'il soit partagé par plusieurs artistes et collectifs, et donc qu'une analyse transversale de leurs propos les fasse ressortir. Le travail le plus intéressant pour moi est celui qui consiste à effectuer ce que j'appelle un collier de perles, les perles étant les propos extraits sous forme de citations des différents récits de pratique qui s'imposent parce qu'ils se relient autour d'une thématique commune ou qui font apparaître une thématique sous forme de redondance. Donc, non seulement les propos des uns viennent renforcer ceux des autres ou les moduler autrement, mais surtout, ils ouvrent des espaces de réflexion qui me permettent de développer éventuellement une interprétation sur les valeurs mises en jeu. Alors, je vous présente une cartographie. Je dois vous dire que ce qui manque dans cette cartographie, c'est le collier de perles, c'est-à-dire le maillage des propos des différents artistes qui créent une matrice de pensée foisonnante et passionnante que je ne vais pas vous présenter ici. Donc là, c'est comme si je vous présente de la matière sèche. C'est des pointes d'iceberg, là où j'en suis, mais tout ce qui y mène, toute la chair des pensées des artistes, elle n'est pas là parce que ça, c'est un travail qui demande de l'écriture et je n'aurais pas le temps, ça serait une autre proposition. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer simplement, c'est une cartographie de travail. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, ça va? Je vais la mettre comme ça. Voilà. Non, pardon, je vais faire réapparaître mes embranchements. Alors, je vais pas tout détailler. Simplement, j'ai tout nommé en termes d'agir, étant donné que mes entretiens sont basés sur l'action. Ce que je cherche, c'est l'action. Mon travail principal, le premier terrain, c'est ce que j'ai appelé l'agir transversal, c'est-à-dire cette composante a trait aux manières de créer en art vivant, en contexte interartistique, et il s'agit de mon terrain principal d'observation. Donc, associé à ça, il y a une autre cartographie parce que là, ça correspond à toute la documentation que je génère autour des modes du faire et des modes de fabrique. Et ça, c'est les premières perles communes, si vous voulez, qui sont apparues. Donc, ce qui s'invente, ce que je peux dire dans leur manière de faire, c'est une forme d'agir que je nomme transversale, qui développe d'autres conceptions possibles dans la conduite de l'activité artistique, d'autres processus de fabrication ouverts, collaboratifs. Et leur façon d'agencer des matérialités très hétérogènes relève d'une conception de l'agir souvent divergente face au mode majeur de la création en contexte institutionnel, par exemple. Et donc, il y a plusieurs éléments qui sont apparus. L'octorialité partagée, elle est générale, des modes de coopération, l'assemblage, etc. Donc, je ne veux pas traverser chacun de ces éléments en détail, mais simplement vous dire que ce travail dans les matérialités, la documentation, a fait apparaître d'autres nouages que je n'avais pas nécessairement prévus, notamment la question de la temporalité dans la création, que j'ai nommé agir sans finalité immédiate, qui est vraiment quelque chose, cette composante, elle a vraiment émergé des récits.
ça concerne le déploiement d'un territoire où la pratique peut se vivre, s'intensifier comme pratique exploratoire en dehors de toute finalité, c'est-à-dire sans être immédiatement orienté vers la création d'un spectacle, sans se résumer à un temps de production. Il s'agit véritablement d'une valeur donc émergente des pratiques, des récits de pratique. Et souvent, ce que j'ai entendu de la part des artistes, c'est les régimes de création institutionnelle sont, selon eux, des régimes de l'homogénéité tendue vers une fin, laquelle est temporellement fixée à l'avance et qui impose que tout processus soit orienté selon des procédés précis jusqu'à la représentation de l'œuvre. Or, ces collectifs d'artistes s'emploient à défendre de l'intérieur de ce système un autre régime de création, à se donner des moyens transversaux d'échapper à la logique des fins. Ils s'emploient à inventer d'autres temporalités pour des processus qui exigent un temps long de maturation qui peut aller de 5 à 7 ans dans certains cas. Alors, cet agir sans finalité a débouché sur la question rapidement économique. Il a été question des résidences de création payées, une rareté au Québec, et donc le statut économique de l'artiste, que j'ai nommé l'artiste en travailleur ou travailleuse, et aussi une composante très importante qui est apparue, c'est-à-dire des artistes ont attiré mon attention sur le fait qu'on prend rarement en compte le fait que l'artiste est un travailleur ou une travailleuse, que le temps de création n'est pas payé. Bref, j'ai, dans certains cas, lorsqu'il y a une émergence comme ça qui apparaît dans des récits de pratique, je fais une activité ici. Donc, j'ai fait cet automne une table ronde intitulée « Figure de l'artiste en travailleur ». J'invite des artistes et des spécialistes de la question, notamment en droit, en relations industrielles, et des artistes et d'autres personnes à venir dialoguer autour de cette question pour venir nourrir la réflexion en collectif. Donc, tous les éléments en bleu sont des activités qui ont été créées à partir des émergences dans les récits de pratique. Voilà. Donc, il y a eu plein de choses qui ont émergé, la question de l'attention partagée, le vivre ensemble, blablabla. Bla, bla. J'arrête mon partage. Je pense que j'ai dépassé mon temps, mais je veux simplement vous dire, c'est une cartographie de travail qui me permet de réfléchir. Voilà, merci. C'est vraiment fascinant et très ambitieux. Oui, c'est ambitieux. C'est une expérimentation méthodologique, en quelque sorte. Et au final, est-ce que tu espères que le modèle qui en émergera, le maillage et tout, là, enfin, toutes les données que tu as pu recueillir, va déboucher sur un enseignement différent pour l'approche de ces productions? Comment tu envisages l'effet à long terme, si on peut dire? Alors, ta question, c'est seulement sur l'enseignement, c'est ça, ou sur la diffusion plus générale, non? Peut-être, ou autre chose. Quel usage? C'est sûr. Je pense que ça peut servir, quand je serai arrivée au terme, aux étudiants, par exemple, des études supérieures, c'est-à-dire de donner accès à une certaine cartographie, une certaine documentation des processus de création, de ce que les artistes acceptent de partager. Ça, c'est une autre. Il y a quand même des limites là, à ce partage-là. Je pense que ça peut générer d'autres réflexions parce que c'est comme si je travaillais dans l'antichambre des esthétiques, c'est-à-dire ce qui se passe avant, dans les façons de procéder. Et je trouve que ces récits, en fait, sont d'une grande richesse pour comprendre l'esprit dans lequel les artistes travaillent, comment ils pensent. Et je trouve qu'on s'intéresse peu à la pensée des artistes. Je trouve que la voix des artistes, c'est une voix qui est mineure dans notre société en ce moment. On n'entend pas les artistes ou très rarement. Et donc, j'ai vraiment ce souci de me mettre à l'écoute des récits. C'est un travail de grande écoute. Et c'est d'une richesse infinie. L'intelligence qui se déplie dans leur façon de penser la création, mais aussi la pensée politique qui est inscrite au cœur de ces processus de création. Il y a ça aussi qui apparaît, toute la réflexion économique, que je nomme aussi micropolitique,
qui est déterminante chez plusieurs collectifs et chez plusieurs artistes. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, j'étais partie sur je documente les processus de création interartistique et finalement, je me retrouve avec des composantes de réflexion économique et politique qui me demandent d'aller lire beaucoup sur ces questions qui sont très, très importantes parce que ça impacte de façon majeure les processus de création. L'économique et le politique est au cœur et je trouve qu'on néglige ce volet-là et les artistes n'ont cessé de m'y ramener. Et c'est dans ce sens-là où je me dis, pour moi, ça a été une instruction qu'ils m'ont donnée et je la suis, c'est-à-dire j'honore cette instruction-là et j'essaie de la creuser et de la déplier.